Imaginez un cauchemar, vous vous réveillez et malheureusement, ce matin-là, en ouvrant simplement votre portefeuille Bitcoin, vous vous rendez compte que c'est bel et bien la réalité. Vous parcourez les réseaux sociaux, pas pour vendre, pas pour envoyer des fonds, juste pour vérifier que tout est là. Vous regardez le solde et je vois 0. Au début, je pense que l'application ne s'est pas synchronisée. Je la ferme, je la relance, toujours 0. Je vérifie ma connexion, je change de serveur, je regarde dans une autre application et c'est là que j'aperçois plusieurs transactions sortantes. Mon sang se glace, des transactions que je n'ai jamais signées. Mes bitcoins ont été envoyés vers des adresses que je ne connais même pas. Mon portefeuille a été entièrement vidé. Je reste bloqué devant l'écran parce que simplement ce que je suis en train d'observer est en théorie impossible. Ma cold card est rangée dans un endroit sécurisé, dans un coffre à la banque. Elle n'est pas connectée à un ordinateur. Jamais personne n'a pu avoir accès à mes 24 mots que je n'ai jamais photographiés, jamais enregistrés sur Internet. Et précisément, j'avais acheté un hardware wallet pour empêcher ce scénario. Et pourtant, mes bitcoins viennent de disparaître. Pourtant, j'avais tout fait correctement. Quand j'ai commencé à accumuler sérieusement du bitcoin, je ne voulais pas les laisser sur une plateforme, avec l'exemple notamment de FTX. Je connaissais les risques. Une plateforme peut être piratée, elle peut faire faillite, bloquer les retraits, elle peut disparaître avec l'argent de ses clients. J'avais donc choisi l'autoconservation, le fameux self-custody, tel que l'on en vante les mérites, notamment sur les réseaux sociaux. Et je n'avais pas acheté n'importe quel appareil, j'avais choisi Coldcard, une marque spécialisée exclusivement dans la conservation de Bitcoin, réputée auprès des utilisateurs les plus exigeants. Pas de cloud, pas de compte utilisateur, pas besoin de connecter en permanence l'appareil à Internet, et même la possibilité de signer les transactions à l'aide d'une carte micro SD de manière totalement isolée. On appelle cela un fonctionnement air-gapped. En clair, la clé privée ne quitte jamais l'appareil et l'appareil n'a normalement aucune raison de communiquer directement avec Internet. J'avais dès lors conservé mes mots de récupération hors ligne. Pour moi, le raisonnement était simple. Tant que personne ne possédait ma cold card ou mes mots, personne ne pouvait atteindre et prendre mes précieux bitcoins. Vient l'incrédulité, je cherche partout. Une erreur de ma part? Est-ce que j'ai téléchargé un faux logiciel? Est-ce que j'ai vérifié une mauvaise adresse? Quelqu'un a-t-il trouvé ma sauvegarde? Mais comment cela est-il possible? Personne n'a jamais lu mes mots. Est-ce que mon ordinateur est infecté? Je retourne donc voir à la source la cold card. Elle est toujours là. Je vérifie ma sauvegarde physique. Elle n'a pas bougé. Je regarde les transactions directement sur la blockchain. Elles, malheureusement, sont bien réelles. Elles sont confirmées par le réseau Bitcoin. Et à ce moment-là, la triste réalité vient s'abattre sur moi. Je comprends une chose particulièrement violente. Il n'y a aucun bouton pour annuler ou pour revenir en arrière sur la technologie blockchain. Bitcoin ne connaît ni opposition bancaire, ni service client capable d'inverser une opération. La transaction a été signée avec une clé valide. Pour le réseau Bitcoin, c'est donc une transaction légitime. Celui qui l'a initiée possédait mathématiquement ma clé privée. La seule question qui demeure désormais, c'est comment cela a pu arriver. L'incrédulité laisse place à la colère. J'ai payé un appareil spécialisé pour produire et protéger mes clés. J'ai accepté une procédure plus compliquée précisément pour augmenter ma sécurité. Je n'ai pas laissé mes bitcoins sur un exchange, je n'ai pas cliqué sur un lien reçu par email, je n'ai pas donné ma phrase de récupération à un faux support technique, je n'ai même pas connecté mon appareil à Internet. Et malgré toutes ces précautions, quelqu'un, quelque part dans le monde, a pu reconstruire ma clé sans entrer chez moi, sans voler ma cold card, sans accéder à mon ordinateur, sans jamais même connaître mon identité. Le problème n'était pas dans la façon dont j'avais conservé cette clé, le problème existait depuis le jour où cette clé avait été créée. En vient la tentative, parfois vaine, de comprendre techniquement le désastre et donc il faut remonter à la première utilisation de l'appareil qui crée la phrase de récupération, généralement composée de 12 ou 24 mots. Ces mots ne sont pas choisis dans une liste de phrases déjà préparées, ils représentent un très grand nombre créé de manière aléatoire. Cette notion d'aléatoire, d'entropie est essentielle. Avec une seed correctement générée, il existe tellement de combinaisons possibles qu'essayer de trouver la bonne serait irréaliste même avec des machines extrêmement puissantes, mais dans certaines versions du firmware de Coldcard, une erreur d'intégration a empêché le logiciel d'utiliser correctement le générateur aléatoire matériel prévu à cet effet. À la place, le programme pouvait dès lors utiliser un générateur logiciel déterministe appelé Yasmarang. Et donc via ce déterminisme qui a été réduit quasiment à néant, cela signifie qu'en retrouvant ou en estimant les paramètres de départ, on peut reproduire des mêmes résultats. Ces paramètres provenaient notamment d'éléments comme l'identifiant de la puce, l'état de certains
certains compteurs et informations liées au moment où l'appareil avait démarré. Des données qui peuvent avoir une impression de désordre, en tout cas sur le papier, mais au final, elles ne constituaient pas nécessairement un véritable secret cryptographique et c'est exactement là où ont mis le doigt justement les pirates qui ont exploité cette faille et qui petit à petit sont en train de remonter l'intégralité des matériels et des logiciels de l'arbre complet qui avait été proposé par Coldcard. Triste et amer constat, le mode hors ligne ne m'a pas sauvé, c'est probablement la partie la plus difficile à accepter. La Coldcard n'a pas été piratée à distance, aucun hacker ne s'est connecté à l'appareil, l'airgap a probablement fonctionné exactement comme prévu, il a empêché mon ordinateur de lire directement la clé privée, mais il ne pouvait rien faire contre une clé qui était trop prévisible dès sa naissance. Nous en venons à l'ampleur du désastre avec les premières transactions suspectes qui ont été repérées à la fin du mois de juillet 2026, il y a moins d'une semaine. Une première vague a vidé plus d'1 millier d'adresses en quelques dizaines de minutes. D'autres vagues ont succédé et ciblé des portefeuilles contenant des montants plus faibles. Au dernier bilan public que j'ai consulté au moment de cette vidéo, les analystes avaient recensé environ 1367 bitcoins déplacés depuis environ 4600 adresses pour un préjudice avoisinant environ 90 millions de dollars. Derrière ces chiffres, certaines victimes ont vu disparaître en quelques minutes les économies d'une vie. En conclusion, cette histoire ne signifie pas que les hardware wallets sont inutiles, elle ne signifie pas non plus qu'il vaut mieux laisser toutes ces crypto-monnaies sur une plateforme centralisée, mais elle détruit une illusion, celle selon laquelle acheter l'appareil réputé le plus sécurisé suffit à supprimer tous les risques. Un hardware wallet reste un ordinateur, il contient des puces, du code, des bibliothèques logicielles et des décisions humaines, et chacun de ces éléments peut comporter une erreur. À partir de maintenant, je ne confondrai plus jamais sécurité maximale et dépendance envers un seul appareil. Pour des montants importants, il vaut mieux considérer une passphrase BIP-39 réellement forte, un système multisignature utilisant des appareils et des fabricants indépendants et éventuellement une génération d'entropie vérifiable avec des dés à condition de comprendre parfaitement cette procédure. Malheureusement, preuve en est aujourd'hui, une clé conservée hors ligne n'est réellement protégée que si elle était imprévisible au moment de sa création. J'avais protégé ma site contre le vol, je l'avais protégé contre Internet, je l'avais protégé contre les logiciels malveillants, mais personne ne m'avait appris à vérifier si l'appareil qu'il avait créé avait réellement produit du hasard au départ. Et c'est cette erreur invisible, écrite dans quelques lignes de code, plusieurs années auparavant, qui a suffi pour tout faire disparaître.